coucou les petits chats. Alors, on va attendre s'il y a du monde qui débarque. Bonjour Rémi. Coucou. Coucou Alex. On va attendre un petit peu, hein. Coucou, coucou. On va attendre un petit peu, voir que tout le monde débarque tranquille. Salut Gwen, salut l'autre. Salut Gwen aussi. Ah, c'est marrant, c'est pas la même photo qui s'affiche. Coucou tout le monde. Alors, je m'excuse d'avance. J'expliquerai un peu après. Je suis bigleuse de mon œil droit, donc c'est pas évident pour moi de lire ce que vous écrivez. Mais voilà, donc on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. J'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine. Voilà, bah du coup c'est bien parce que Alex il va être un peu dans le chat. Ça va permettre de répondre à certaines questions, tout ça, tout ça. On est 53 pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal pour un live sur Instagram. Surtout qu'on va parler que de bouquins. Donc voilà, on va attendre encore quelques minutes. Bah écoutez, ici, pour donner des nouvelles, nous ça va. On a un peu la tête sous l'eau avec la prochaine vidéo, dont on va pas parler. Parce qu'on aimerait bien que ça se termine. Voilà, on a un peu l'impression d'un monstre qui est en train de nous avaler, nous et notre temps. Je vais en profiter tant que je suis là. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour mon œil. Donc pour info, visuellement, voilà, on ne voit plus rien, on ne voit presque plus, sous certains angles ça se voit que mon œil est un peu tout pourri. Par contre pour l'instant j'ai pas récupéré au niveau de la vue de ce côté-là, tout est dans une espèce de brouillard dégueulasse. Donc faut être patient, ça va venir. Donc en attendant, j'espère que ça va aller. Mais oui, je ne doute pas que je vais me rétablir assez vite. Voilà, donc là, je préviens pendant ce live, vous pouvez entendre des aboiements, des cris de bébé. C'est monsieur pour l'instant qui gère toute la petite meute et toute la petite famille. Donc il est possible qu'il y ait des bruits parasites, mais voilà, faut pas s'inquiéter. Bah écoutez, tant pis pour les retardataires, on est 60, pour un live sur Instagram, c'est pas mal. On s'est dit que c'était le bon format parce que, alors là on va vous parler de 3-4 livres, du coup, des éditions Hugin et Mounine. Alors pour vous donner un petit contexte, quand ils nous ont envoyé les bouquins, qu'ils nous ont proposé de les recevoir, nous on les a prévenus tout de suite, on leur a dit... Pas de souci, c'est avec plaisir qu'on va recevoir les livres. Par contre, si vous nous les envoyez, soyez conscients qu'on donnera un avis objectif dessus. C'est-à-dire que si c'est très bon ou bon, on va le dire. En revanche, si c'est pas bon, on va le dire aussi. Voilà. Je pense que vous aurez compris que en général, de toute façon, en fait, tout le temps, on refuse de donner un avis positif, quoi qu'il arrive, sous prétexte qu'on nous les a envoyés gratuitement ou parce qu'on nous fait une proposition de collaboration. On s'est déjà vu refuser des projets qu'on nous avait proposés, on a dit oui mais nous on va donner la vérité et il est hors de question qu'on vous balance des fleurs à tout va sous prétexte que c'est quelque chose qu'on a reçu. Donc on va toujours être honnête là-dessus, on y tient beaucoup. Donc je vais commencer par le moyen, on mettra le top au milieu et le cacaboudin à la fin. Voilà, je ne sais pas trop comment dire ça autrement. Ils ont été super sympas chez Hugin et Mounine, ils étaient très contents de notre retour, donc on va essayer de vous le faire ici en détail autant que possible. Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure sur les livres, et puis moi je vais essayer de lire comme je peux pour vous y répondre. On y va les petits chats? Ok, c'est parti. Alors le premier qu'on a reçu, c'est celui-ci, c'est le Pandémonium, histoire illustrée de la démonologie. Et c'est écrit par, c'est ça, Ed Simon. Voilà, alors, premier truc sur cette collection, c'est la collection Cernunnos. Je suis absolument dingue des couvertures et des qualités de livres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, comme ça on voit à peu près, toute cette tranche-là, c'est du tissu, avec une impression en relief. C'est extrêmement joli. Voilà, des belles éditions comme ça, on en voit rarement de nos jours. En général, vous avez une couverture en dur parfois si vous avez de la chance, mais globalement brillante. Là, c'est assez élégant. Ça peut très bien faire un objet de déco dans une bibliothèque. Voilà, les éditions sont vraiment super belles. Alors,
le truc, c'est quand on nous l'a envoyé, Houdin et Mounine, ils ont fait une petite, entre guillemets, erreur, et c'est pas bien grave, ils nous l'ont envoyé en anglais. On lit un peu l'anglais, mais se lire le Pandémonium en anglais, c'est coton les gars. C'est super coton. Donc on l'a survolé. Et on peut vous donner les gros points positifs. Les gros points positifs, c'est que l'auteur étudie l'histoire de l'art. Et accompagné des textes, vous avez énormément, je vais essayer de vous en trouver quelques-unes, où il n'y a pas de zizi, pour éviter de me faire strike. Vous avez énormément d'illustrations, de photos, absolument superbes en fait. Avec, bien entendu, voilà, par exemple comme celle-là, avec toujours la petite explication de quelle est cette œuvre, d'où elle vient, ce qu'elle représente. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a trouvé absolument génial. Parce que, faut savoir que le Pandémonium, c'est un texte qui est très lourd, très dense, très épais, en général. Alors, il y a quelques Pandémoniums, hein, il y a toujours des petites réécritures, des petits machins. Mais c'est souvent très dense et très costaud. Et quelques petites images, ça permet, mine de rien, même si on ne les regarde pas forcément que ça, d'aider l'esprit à supporter une lecture costaud. Oh, celle-ci est magnifique. Celle-là, c'est un vrai bijou. Je la trouve magnifique. Et du coup, bah, sur la page d'à côté, là, je ne sais pas si on va bien voir, en pitchou, vous avez l'explication, du coup, de l'œuvre qui va avec. Donc, je pense qu'on le relira. Parce que vraiment, typiquement, bah, le Pandémonium, on s'en sert déjà hein, pour nos vidéos sur les démons. Mais du coup, l'édition d'Houdin et Mounine va sans doute nous servir de source. Je remonte les illustrations, je suis désolée, je m'en lasse pas, elles sont absolument superbes. Et il va sans doute nous servir de source pour de futures vidéos. De toute façon, nos sources, si c'est le cas, vous le verrez dans les descriptions de vidéos, puisqu'on met toujours toutes nos sources en description. Et du coup, celui-ci va certainement, je suis sûre à 99,99999% qu'il va nous servir. Oh là là, je suis désolée, hein, je montre plein d'illustrations, mais elles sont vraiment magnifiques. Celle-ci de Faust, c'est un pur bijou. Voilà, donc c'est un très bon livre selon moi, et selon nous, je parle aussi sous le contrôle d'Alex. Non, pour nous c'est un très bon livre, avec, il y a toute une partie super intéressante sur, à la fin, sur l'évolution en fait de la démonologie de nos jours, avec des choses beaucoup plus modernes. Vous avez des références à Led Zeppelin, vous avez plein de trucs comme ça. Donc vous avez du Rosemary Baby. Il est très intéressant ce bouquin, il est très bien fait. Et vraiment, on sent que l'auteur, son boulot au départ, sa formation, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'art. Et c'est un petit peu la force de cette maison d'édition pour nous, parce que la plupart de leurs auteurs ont étudié l'histoire de l'art. Et de ce fait, il y a la richesse d'illustration et la richesse de culture, entre guillemets, du sujet abordé dans l'art. Parce que vous savez, voilà, la démonologie a influencé l'art, l'alchimie a influencé l'art, la mythologie a influencé l'art, et c'est très intéressant de voir comment les choses sont reliées en fait au fur et à mesure des époques à l'art. Et ça c'est une lecture qu'on peut se faire en parallèle du coup avec cette édition. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire de plus dessus comme je vous disais, parce que tout simplement on nous l'avait envoyé en anglais. Mais bon, la maison d'édition nous l'a renvoyé en français, et pour l'avoir refeuilleté, parce que du coup j'ai pas beaucoup eu de temps, et puis avec mon œil qui foire là c'est un peu compliqué, et on est à fond dans la prochaine vidéo, mais clairement ce livre va nous servir en source, c'est une absolue certitude. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce gros bébé? Parce que oui, c'est un gros bébé. Il fait combien de pages? J'avais regardé, j'ai complètement zapouillé. Il fait 399 pages quand même. Donc, on est sur un beau format. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Hein, je sais que ça lag un peu. Pas toujours évident. Ah là là, mon œil va mieux. Mon œil va mieux. C'est-à-dire que ça ne se voit plus. D'ailleurs, j'arrive à regarder... Oui, il existe en français. Je vais répondre en priorité aux questions sur le livre. Oui, il existe en français. Là, c'est la version française. De toute façon, on a fait, si ce n'est pas encore fait, on vous fera des liens pour ceux qui sont intéressés. On vous fera ça à la fin du live. Du coup, c'est le Pandémonium, histoire illustrée de la démonologie de Ed Simon aux éditions Houdin et Mounine. Il est vraiment superbe ce livre. Je ne sais pas combien de temps il a travaillé dessus, ne serait-ce que pour compiler les illustrations.
Mais c'est vraiment un chouette bouquin. C'est très très chouette. Je passe un excellent... Enfin, on a passé un excellent moment à le feuilleter. Et encore, on n'a pas pu le lire en entier. Le prix. Alors, ce gros bébé de 400 pages est à 39,95 €. Exactement. Voilà. C'est un très gros bébé, du coup, avec une reliure en partie en tissu. Ça, c'est vraiment le petit point chouette. Moi, j'aime que quand on a des gros bouquins comme ça, on aime qu'ils soient jolis parce que, vous avez vu derrière, on a quelques livres. Pour ceux-là, ils sont pas tout jeunes. Mais quand on met des livres dans le décor, c'est vraiment plaisant de pouvoir les exposer. Alors non, il n'y a pas que sur l'art, ça va toucher des sujets beaucoup plus larges. Alors dans l'art, il va y avoir la peinture, effectivement, on va finir juste sur l'art. Il y a la peinture, il y a le théâtre, il va y avoir effectivement la musique. Mais pas seulement, c'est-à-dire que si je vous lis un petit morceau... Voilà, je vais vous prendre un truc, je vais essayer de vous trouver quelque chose d'un peu cohérent pour pas vous sortir tout du contexte de façon cacaboudin. Bah, vous savez quoi, je vais vous lire la table des matières, comme ça va vous donner une idée, c'est aussi simple. Donc vous avez l'introduction. Après il y a Nous sommes légion, délivrez-nous du mal, mais l'enfer est ici, mieux vaut régner en enfer, la plus belle ruse du diable, fais ce que voudra. Et la conclusion, c'est qu'en est-il aujourd'hui de la démonologie. Et en fait, il y a... C'est un parcours pour moi, c'est un véritable parcours à travers le temps, de la démonologie, de ce que ça a pu représenter au travers des siècles, au travers des écritures, au travers des cultures. Il y a un seul défaut, et ça c'est valable pour tous les Hugin et Munin. Par contre, pour nous c'est un défaut, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient, alors si c'est votre cam, vous allez être servi. Souvent, leurs livres... sont entre guillemets à la première personne. Vous allez avoir des moments où il va y avoir j'ai ressenti, je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Peut-être derrière toute son arrogance, il était du genre à somatiser et était impressionnable. Ou peut-être était-ce un comédien employé pour donner une touche de vraisemblance sinistre. Voilà, le jeu, l'utilisation du jeu, ça nous dérange parce qu'on va rechercher un travail d'historien. Et le travail d'historien se doit d'être séparé de sa recherche, tout simplement. Mais... ça rend aussi, et il faut le reconnaître, la lecture beaucoup plus facile qu'un traité, qu'une thèse ou qu'une étude pure et dure. Par exemple, quand on a lu les études d'Oxford sur Stonehenge, les gars, c'est pas digeste. C'est vous lisez, vous avez mal, quoi. Donc ça rend la lecture très fluide. Nous, ça nous force à faire un tri quand on fait des recherches. Par contre, si vous voulez lire ça pour votre culture et votre plaisir, je pense que ça coule tout seul. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis preneuse. Et puis sinon, on passera au suivant. Non, il est bien ce bouquin, c'est un bon bouquin. Oui, alors ça fait pas très pro, mais la question se pose, sur s'exprimer au jeu, mais la question se pose étant donné que c'est sur l'histoire de l'art, et notamment sur ce qu'elle a pu engendrer comme émotion, comme ressenti, puisque l'art est toujours quelque part relié au sentiment, à l'émotion. L'art est toujours subjectif, donc à partir de là, est-ce que le jeu ne coule pas de source? Je ne sais pas. Mais ça n'enlève rien, pour celui-là en tout cas, ça n'enlève rien au fait. Voilà. C'est-à-dire que dans celui-ci, le défaut du jeu n'est pas très très visible. Ça ne l'est plus sur d'autres livres d'Hugin et Munin, mais sur celui-là, c'est pas très visible et c'est plutôt agréable. L'histoire de l'art passe par le ressenti perso, même si ce n'est pas le sien. Tout à fait. Et il y a des moments où, par exemple, moi, j'ai pas été d'accord avec ce qui était dit, mais ça ne m'a pas... ce n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il donne son avis, mais il ne va pas l'imposer comme une vérité dans celui-là. Et ça, c'est très, très, très agréable. D'autres livres du même style, l'histoire de l'art est ma passion. Bah, je vais en avoir un autre après, qui est très agréable aussi. Donc je vais en parler juste après quand on aura fini avec le Pandémonium. Hop, si vous avez plus de questions, je vais boire un coup, comme ça je vous laisse le temps d'en reposer si vous en avez. Et puis sinon, on passe au suivant, vous me dites. Je me le suis offert la semaine dernière, j'ai adoré le feuilleter, les illus sont très bien choisis et magnifiques. Oui, c'est vrai que les illustrations, c'est le point fort. Mais vu que les auteurs sont des personnes qui ont un cursus en histoire de l'art, je pense qu'il y a ils ont une culture G au niveau de l'art et pour aller trouver tout de suite l'image qui fait pap et qui va taper et qui va aller fixer l'idée du texte qui est à côté. Et ça, c'est un gros avantage.
Voilà. Bon, donc ça, c'était pour le format court, j'ai envie de dire. Alors, c'est parti. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième bouquin qu'on a trouvé très bien fichu. C'est le Tarot et cartes divinatoires, histoire illustrée. Voilà, et c'est de Laetitia Barbier. Donc je vous le montre, c'est encore la même édition. Enfin, c'est la même édition, entre guillemets. C'est la même collection, c'est la collection Cernunnos aux éditions Huguin et Mounine. Du coup, il a la même, le même côté super classe de la reliure en tissu sur le côté. C'est juste, c'est super joli en fait. Quand vous le posez comme ça chez vous, bah, ça a un peu de gueule. Faut reconnaître que c'est joli, joli, joli. Alors, sur les 3 livres et demi, parce qu'il y a un petit truc à la fin, qu'on nous a envoyé, c'est celui qu'on a trouvé le plus intéressant. Alors, d'abord, je vais commencer par le positif, parce que vraiment, il est... merci Alex de répondre aux questions, parce que je vois pas grand-chose. Oui, c'est aussi un très très gros bébé. Hein. J'ai l'impression qu'Huguin et Mounine, ils savent pas faire court. Et c'est tout à leur crédit, parce que c'est des sujets qui méritent d'être traités avec beaucoup de détails. Quand c'est survolé, c'est souvent caca. Il y a 400 pages, c'est voilà, le même bazar, c'est la même taille. Alors, gros avantage de ce bouquin, c'est pour commencer sa structure. On entend beaucoup de gens, et on a des amis qui pratiquent le tarot, et qui disent qu'ils ont des abonnés ou des gens qui connaissent, qui n'osent pas se lancer dans le tarot, parce qu'ils trouvent ça extrêmement compliqué. C'est vrai, quand on n'est pas connaisseur, ça paraît tout un schmilblick de bordel, de machin, et on a l'impression qu'en fait, il va falloir tout faire rentrer dans des petites cases. Et que si on tombe dans cette petite case, eh ben, on a cette réponse. En fait, de ce que j'ai pu ressentir avec les amis qui pratiquent, etc., ce qu'elles ont pu m'expliquer, je dis elles parce que c'était surtout des femmes, c'est un petit peu plus subtil que ça, et c'est beaucoup dans le ressenti, dans l'interprétation personnelle. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste. Je parle sous le contrôle de... Je sais que Gabi est là. Je ne veux pas dire de conneries. Alors, gros avantage, c'est de ce bouquin, si vous voulez. D'abord, ça commence, c'est très clair, c'est la table des matières. Et en fait, il va être organisé... Alors, il y a une petite introduction, une brève histoire des cartes et de leur utilisation. Et après, tout va être divisé avec toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures, les cartes de divination, puis les tarots modernes. Et ça, c'est super agréable. Parce que pour une fois, le tarot n'est pas un gros bazar fourre-tout, où on comprend pas trop, ou si t'es pas déjà hyper initié, tu te perds. Et là, je trouve que pour des personnes qui sont pas du tout initiées, c'est une très très bonne introduction à la compréhension du tarot. Nous en soi, on connaît que l'histoire du tarot avec nos Alexandres. On ne tire pas le tarot. On n'est pas du tout connaisseur du schmilblick. Et pour nous, c'était extrêmement intéressant. Gros avantage, il faut que je retrouve la page pendant que je vous parle. Il y a un truc super chouette, alors j'ai encore parlé des illustrations, je suis désolée, mais ça rend le livre tellement vivant. Vous avez ça que j'ai juste adoré. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est la même arcane sur différents jeux de tarot à travers le temps et à travers les cultures. Et ça, c'est top parce que vous voyez l'évolution en fait de la même arcane à travers le temps, et vous voyez bien, si vous connaissez un petit peu les contextes historiques de l'époque, vous voyez bien ce qui change et pourquoi ça change. Quelles sont les modifications, à quoi elles servent. Voilà. J'ai un exemple tout bête, je sais pas, voilà. Là, vous avez un fou, par exemple. Donc, nous, l'image du fou qu'on a, il est souvent déculotté. Là, il n'est pas déculotté. En revanche, ici, il l'est complètement, les gars, sur celle-là. Là. Il a le pistil qui dépasse. Mais parce que dans le contexte de l'époque où cette carte a été créée, ça représente la fête des fous et des diacres qui étaient à Paris. La fameuse que vous avez dans le dessin animé du Bossu Notre-Dame, ou pour ceux à qui ça parlera plus. Et en fait, le fait d'être déculotté, c'est vraiment le fou. Au fur et à mesure, ça va s'adapter. En fait, le tarot s'est adapté. C'est quelque chose que j'ai beaucoup compris grâce à ce livre. Va s'adapter à la nécessité de l'époque de faire passer une idée. Voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, on a des tarots modernes. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'il y a autant de tarots et comment il peut y en avoir autant, étant donné que le tarot, finalement, va s'adapter à la lecture de son époque. Mais non, on va pas se faire censurer. C'est qu'un petit pistil dessiné, on voit à peine ce que c'est. Bref.
Donc voilà, donc gros avantage, il y en a encore là, c'est magnifique, c'est les évolutions des arcanes à travers le temps, à travers les lieux, et ça c'est un vrai plus pour moi. Ensuite, il va vraiment retracer voilà, chaque arcane, vous avez une petite explication, je vais en choisir un au pif pour vous lire un petit morceau. Voilà, l'impératrice. C'est galère à lire, il y a plein de latin. Pardon, il y a plein d'italien et pas mal de latin. Donc excusez mon accent, j'ai fait italien que 2 ans. Dans le tarot de Visconti di Modorne, l'impératrice est jeune et lumineuse avec des lèvres en bouton de rose et une robe d'or pure brillante de 1000 feux. Coiffée d'une couronne et tenant un sceptre à la main, elle est assise sur un trône. Autour d'elle figurent 4 personnages, dont 2, pareillement vêtus de rouge, sont surélevés de part et d'autre de son adorable visage, tandis que les 2 autres prient à ses pieds pour l'honorer. Mais s'agit-il d'enfants ou de servantes? L'un d'eux désigne avec l'insistance l'aigle noir impérial représentant sur le blason le symbole héraldique de l'Empire romain. Voilà, vous avez une vraie explication d'abord de la conception de la carte et de ses symboles, donc ça c'est super chouette. Et ensuite, vous avez toutes les interprétations qu'on peut en faire et comment l'iconographie, si vous voulez, des cartes s'est modifiée à travers le temps. C'est le vrai plus. Vous avez une petite explication des arcanes. Elle est légère. Le vrai intérêt de ce tarot, pour moi, c'est l'histoire des cartes. Comment elles ont bougé, comment elles ont évolué, comment elles se sont adaptées aux besoins. Et ça, c'est un vrai plus pour nous. Parce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup, je trouve, de livres de tarot qui expliquent comment tirer le tarot. Plus je parle avec des gens qui le tirent, plus ils vont me dire « Oh là là, mais il n'y a pas 60 méthodes, il y en a 1250, parce que c'est chacun la sienne. » Et je les crois sur parole. Donc, je trouve que ce type de livre est beaucoup plus intéressant que des livres qui vont vous expliquer comment faire. Parce que je sais pas, je vais vous dire une connerie et je vais faire une horrible métaphore très moche. Quand on veut utiliser un outil, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire que si on vous file, je sais pas moi, une scie ergovine dans les mains et que vous savez pas vous en servir, et ben vous n'allez pas faire grand-chose avec, parce que vous comprenez pas comment elle fonctionne. D'abord. Et après, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez pouvoir essayer de l'utiliser et faire des choses avec. Le tarot, je pense que c'est très intéressant de comprendre comment il a été créé, comment il a évolué, comment il s'est adapté à travers les époques et les âges, pour pouvoir après, si vous le désirez, approfondir ou tout simplement démarrer le tarot. Oui, c'est une vraie approche historique pour moi. Et là, pour le coup, l'histoire de l'art prend tout son sens, puisque le tarot étant fait de cartes dessinées et illustrées, savoir comment il évolue et comment il s'adapte, c'est directement relié à l'histoire de l'art. Le tarot, pour moi, et pour l'auteur aussi, vu qu'elle le montre, est totalement indivisible de l'histoire de l'art, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, je prends. Après, je donnerai d'autres... Voilà, alors juste pour refinir un petit truc là-dessus, il souffre malheureusement pour nous du même défaut que le pandémonium, dans le sens où il est à la première personne, bien souvent, l'auteur se permet un commentaire personnel. Ça nous a plus dérangé que dans le pandémonium, dans le sens où le tarot étant sujet à interprétation beaucoup plus que la démonologie qui repose sur des textes établis, même s'il y a plusieurs sources, ça reste sur des textes établis. Le tarot étant sujet à l'interprétation personnelle, le fait d'avoir celle de l'auteur, pour moi, c'était un petit peu désagréable. Après, c'est pas tout le temps, c'est des petits moments comme ça qui sont un petit peu dérangeants, mais je le recommande à 100% pour ceux qui sont vraiment intéressés par le tarot et par son histoire, qui adorent ça. Oui, c'est un très bon livre et très intéressant. C'est-à-dire que les jeux donnent plus l'avis de l'auteur, mais ne jouent pas sur les faits historiques. Voilà. C'est cool. Et puis bon, voilà. Je suis désolée, je bloque là-dessus, mais en fait, je ne me remets pas de la beauté de l'édition. Aujourd'hui, les maisons d'édition sont très à cheval sur l'économie, sur plein de choses, sur le papier. C'est-à-dire que chaque petite reliure, chaque petit détail, chaque petit machin, le relief ici sur le tissu en lui-même, la couverture glacée, la petite différence de texture, tout ça c'est du pognon. Et c'est très rare en fait d'avoir des maisons d'édition aujourd'hui qui osent investir autant sur la couverture tout simplement, et ça c'est super chouette. Alors pour le prix, c'est comme l'autre, c'est 39,95.
pour 400 pages d'un gros bébé. Et il est, voilà, il n'y a pas que les différentes arcanes à travers le temps représentées. Hein. Vous avez quelques tableaux aussi. Voilà, vous avez pas mal d'œuvres d'art évidemment. L'auteur a également étudié l'histoire de l'art. Petite chose importante à savoir quand même, à l'arrière du livre, vous avez donc ce qu'on appelle la 4e de couverture ou le plat verso, selon si vous êtes québécois ou pas. Dans ce livre, il est écrit dans ce livre, l'historienne et taromancienne Laetitia Barbier invite les lecteurs à contempler des centaines de jeux de tarot et cartes de divination pour non seulement admirer leur richesse graphique, mais aussi comprendre comment sont nées toutes ces images et leur ineffable pouvoir, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Alors, il y a un petit truc qui nous a dérangé dans ce texte, elle est taromancienne, ça ok, rien à dire. En revanche, le côté historienne me dérange profondément. Elle a étudié l'histoire de l'art, on se renseigne toujours un peu sur le cursus des auteurs, c'est important. Avoir fait un cursus en histoire de l'art ne fait pas de vous une historienne. Et ce livre ne répond pas à la définition du travail d'un historien, tout simplement parce que normalement, il doit répondre uniquement au jugement scientifique. Et donc le jeu n'entre pas en cause. C'est le seul petit hic. Il y a peut-être eu un petit élan, alors je ne sais pas qui a écrit le 4e de couverture, pour moi il y a eu un petit élan de wouhou, je me sens plus pétée, mais je pense que c'est même pas elle, en plus souvent c'est les maisons d'édition qui font les plats verso. Taromancienne ayant étudié l'histoire de l'art avec un master en histoire de l'art, c'était beau, ou une licence, je sais plus. C'était bien suffisant, ça ne la décrédibilisait pas pour autant. Mais ça c'est un petit peu dommage, parce que c'est moyennement honnête, mais ça n'enlève rien à la richesse du bouquin. Voilà. Ça n'enlève rien au travail qu'il y a eu, à l'épaisseur. Vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour écrire un bouquin de cette taille-là, un 400 pages, sur un sujet comme le tarot, et que ce soit lisible, et que les gens ne se perdent pas. C'est pas évident. Voilà. Donc ce bouquin-là est très très intéressant. Alors, ce livre est surtout basé sur les tarots de Marseille, mais il y a toute une petite partie, par exemple, sur les tarots modernes, sur des cartes que moi je ne savais absolument pas être des cartes reliées au tarot de Marseille, mais qui finalement le sont. Voilà. Mais il y a une partie sur les tarots modernes à la fin, qui est plutôt cool. Vous avez le Materia Prima, vous avez Eros, le jardin de l'amour, vous avez Pagan Otherworld, voilà, vous avez les tarots, donc c'est les tarots d'Oussy, je sais pas comment ça se prononce ce mot, j'ai essayé 3 fois. Vous avez le tarot de Pavlov, rien à voir avec le réflexe pavlovien il me semble, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur ce gros bébé, je vous attends. Et sinon, je vous le conseille très très fortement si vous êtes passionné de tarot, ou si tout simplement vous avez envie de comprendre comment les dessins ont pu être choisis. Le nom de l'autrice, c'est Laetitia Barbier. Tarot et cartes divinatoires. De toute façon, à la fin du live, on vous remettra les liens pour tous les livres, vous inquiétez pas. Voilà, un petit bijou pour nous. Si vous avez des questions, je prends et je rebois un coup pendant ce temps. J'ai l'impression de parler à 200 à l'heure, les gars. Je crois que c'est parce que je suis fatiguée. Hop. C'est bon, plus de questions, on passe à la suite. Ok. Alors, c'est maintenant qu'on va parler du caca. Parce qu'en fait, on était super embêtés. Parce qu'on a reçu du coup le paquet de Hugin et Mounine. Et dans ce fameux paquet, il y avait donc 3 livres. Il coûte 39,95 pour info. On avait 3 livres. On avait le tarot, on avait le pandémonium et on avait un autre bouquin. On a commencé par le pandémonium, on a enchaîné avec le tarot et on est arrivé au 3e livre. Et on s'est dit, les 2 premiers étaient super, vivement le 3e, ça nous ferait du bien de pouvoir dire encore du bien de quelque chose parce qu'on aime bien le positif, ça fait du bien. Et non. Non les gars. Voilà. Donc le 3e, je vais essayer d'être soft et en même temps je vais avoir du mal. Ce 3e livre s'appelle Occulte, sorcellerie, magie et alchimie de l'Antiquité à nos jours, de Christopher Dell. Voilà. Alors, quand on a lu ce bouquin, alors il n'a pas, c'est pas la même collection, enfin c'est Cernunnos aussi aux éditions Hugin et Mounine. Lui, il n'a pas la tranche en tissu.
Voilà, juste pour info, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup avoir des jolis livres comme nous. Donc, souvent, en dessous des vidéos, ou pendant les lives, ou en privé, ou pendant les FAQ, vous nous demandez quel livre lire pour avoir une vision globale du monde de l'occulte, ou de la démonologie, ou de l'alchimie, ou peu importe. Et en fait, on vous répond toujours qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, tout simplement, ce qui est important, vu que tout ça, c'est rien n'est prouvé jusque-là, tout est sujet à interprétation, tout est sujet à vécu, et donc le top, quand on a un sujet tout flou, tout compliqué, c'est de multiplier les sources. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille jamais un livre. D'ailleurs sur notre Insta, vous avez une section livres où on met un petit peu tout ce qu'on a à recenser, tout ce qu'on utilise, comme ça vous donne des idées. Mais ce livre, finalement, va être très utile parce qu'il est l'archétype de ce qu'on vous conseille de ne jamais acheter, malheureusement. Pour nous, ça reste notre avis personnel. Rien ne vous empêche de vous faire votre avis. Voilà. Hugin et Mounine étaient prévenus, ça l'a vraiment pas fait. Alors, ce livre, quand on a commencé, en fait, je suis désolée, je vais essayer de pas être méchante. Vous savez que c'est pas ma spécialité. Il a très mal commencé, en fait, dès l'introduction. C'est la 7e page. Et ça a fait tout de suite, il y a un truc qui n'allait pas. L'introduction commence par cette phrase: « Il n'est aucune civilisation sur la planète qui n'exerce une quelconque forme de magie. » Voilà. Déjà, c'est faux. C'est faux parce que la phrase aurait dû être, à la limite, « Il n'est aucun lieu sur la planète où ne s'est exercée une quelconque forme de magie. » À la limite, on aurait pu, voilà. Mais il n'est aucune civilisation sur la planète qui exerce une quelconque forme de magie. Petit rappel, dans l'Union soviétique, enfin le communiste, la religion déjà, non. Et alors la magie, oh, laissez tomber. Donc, non. En fait, ça commençait assez mal comme ça. On s'est dit, oh lololololololol. Et j'en ai plein, alors je vais essayer de vous les retrouver au fur et à mesure. Mais il y a plein de petits trucs, de machins qui ne sont pas cohérents en fait, ou qui sont carrément faux. Par exemple, voilà, il y a, je vais essayer de vous remettre dans le contexte, le rituel est au cœur de toute magie, déjà pas forcément, que ce soit par choix de la date ou du lieu d'accomplissement, par les objets utilisés ou les formules prononcées, et il peut parfois sembler revêtir un caractère religieux. Alors déjà, cette façon de différencier magie et religion, c'est compliqué, parce que quand c'est pas ta religion, tu vas considérer parfois que le reste c'est de la magie ou de la sorcellerie. Mais en fait, celui que tu vas juger comme ça, lui, il va se dire que lui, c'est sa religion. Donc ça pose aussi un souci là-dessus. Bref, c'est pas ça que je sais même pas là que je voulais en venir. Cependant, alors que la religion est exotérique, destinée à tous, la magie est ésotérique, destinée à quelques initiés. C'est complètement faux. C'est complètement faux. La religion est exotérique, destinée à tous. Non, il y a des religions qu'on ne peut pas intégrer si on n'est pas né dans cette communauté. Par exemple, les gars, on ne rentre pas comme ça chez les Mormons. On ne rentre pas comme ça chez les communautés juives extrémistes à New York. C'est une grosse bêtise. Et dire que la magie est ésotérique, destinée à quelques initiés, encore une fois, c'est une bêtise. Voilà. Donc, ça commençait mal. Je suis toujours dans l'introduction, les loulous. Hein. Donc, voilà. Un petit peu cacaboudin. Un petit peu cacaboudin. Voilà. Ce processus... Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites bêtises. Alors, j'essaye de vous chercher. Je vais pas tout vous lire parce que, voilà, j'ai fait pas mal de... On va pas bien les voir. Il y a des petits post-it partout. Partout, des post-it de bêtises. Partout, partout, partout. Il y a des bêtises scientifiques sur Isaac Newton. Il y a le fait de considérer l'alchimie comme de la magie, sauf que quand l'alchimie a été établie, c'était une science, non de la magie. Donc Isaac Newton pratiquant l'alchimie, pour lui ne pratiquait pas la magie. Isaac Newton pratiquait la science de l'alchimie. Ça peut paraître rien, mais techniquement ça change tout. Parce que si la magie par exemple pouvait être on va dire condamnable, l'alchimie du coup ne l'était pas, puisque tout simplement c'était de la science et non de la magie. Voilà.
Donc là aussi, c'est un peu cacaboudin. Alors attendez, là il y avait eu un truc qui piquait un peu. Alors, tenez-vous bien. Je sais pas quel est... je sais que Christopher Dell est un auteur anglais. Je vous en parlerai un peu plus. Mais alors les gars, cette phrase, je suis désolée, mais... bah, je vais en parler malgré que je sois blanche, mais moi, elle m'a piqué la tronche, cette phrase. En Europe et en Amérique du Nord, le 19e siècle connut une renaissance de l'occultisme qui se manifesta par l'apparition de sociétés secrètes, comme l'ordre hermétique de l'Aube dorée. À la vue des portraits un peu ridicules des membres de l'ordre, qui se réclamaient de l'Égypte antique, il est évident qu'ils avaient un goût prononcé pour l'exotisme. Leur approche combinait la Kabbale, l'hindouisme, l'hermétisme, le rosicruantisme, les rituels magiques au Moyen-Âge de la Renaissance et l'alchimie. Il n'y a rien qui vous choque, là? D'abord, bon, les portraits un peu ridicules, le jugement est gratuit, même s'ils peuvent l'être, hein. C'est excessivement gratuit. Et le côté de l'exotisme de la Kabbale, de l'hindouisme, je suis désolée, mais ça sent le mâle blanc. C'est incroyable, ça transpire le mâle blanc. C'est... Désolée, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Alors, je cherche à retrouver le pire passage, parce que je sais qu'Alex n'attend que ça. Ah, voilà, un autre souci qui revient tout le long. À un moment, il parle de la magie mésopotamienne. La Mésopotamie, effectivement, berceau d'un... La magie mésopotamienne, ça veut rien dire. Voilà, déjà, le terme pose problème, parce que la Mésopotamie, ça a regroupé tellement de cultures, les Babyloniens, les Sumériens, les Assyriens, les Akkadiens, enfin bref, beaucoup de monde. Et il y a un petit souci, c'est qu'il parle tout simplement de la Mésopotamie qui combattait le diable. Sauf que le concept de diable, le diable lui-même, ce qu'il est, ça n'existe pas en Mésopotamie. Il y a peut-être des entités négatives ou maléfiques, appelez ça comme vous voulez, mais le terme diable ne peut pas s'adapter dans le contexte de la Mésopotamie. Historiquement, c'est faux, c'est archi faux et c'est impossible. Et puis, il y a des trucs qui sont balancés comme ça, qui sont un peu... toutefois, les gens portaient rarement des accusations de sorcellerie parce qu'ils risquaient de s'en voir accusés à leur tour. Moi, je connais des fois où ça s'est pas passé comme ça. Pardon. Putnam. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez énormément de trucs comme ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ils mélangent un peu tout. Ils disent que les Égyptiens faisaient de la magie, sauf que cette magie, enfin, à la place de la, enfin, ils avaient une religion et ils avaient la magie, sauf que historiquement, les rituels qu'ils faisaient, c'était des rituels religieux. C'est pas parce qu'il y avait un appel à des dieux, aux figures animales ou des plantes ou quoi que ce soit, que c'est de la magie. Pour eux, c'était leur religion. Dans ce contexte, c'est de la religion. C'est un rituel religieux, tout comme l'hostie, l'eau bénite ou la prière plusieurs fois par jour. C'est tout aussi, pour ces personnes-là, c'était tout aussi important en fait. Et du coup, c'est un petit peu caca. Voilà, un petit peu compliqué. Il y a des trucs chelous, il y a... Bref, il y a quelques machins qui collent pas de fou. Alors attendez, je vais essayer de retrouver ce qui nous avait plus choqué, parce qu'on va pas s'arrêter sur chaque détail. Hein. Ah oui, la magie dans l'Égypte, dans la Chine ancienne. Parce que, en fait, le souci, c'est que le livre se veut un petit peu dans l'ordre chronologique, sauf que la Chine vient s'emboîter au milieu d'autres choses, alors que les pratiques dans la Chine ancienne, c'est plus vieux que certains trucs. Bref, il y a un problème au niveau de la ligne comptée, quoi. C'est bon, alors je ne vais même pas parler de la Grèce antique parce que ça va me mettre en colère. Ça aussi. Alors, là, il y a des trucs. Je sais absolument pas d'où ça sort. Bref. Non, mais je vais même pas vous lire ça. Je suis désolée, c'est sur E4 parce que c'est pas très constructif. Bref, au niveau de la mythologie, il n'y a pas de source et c'est caca.
c'est caca. Et il y a des propos qui sont presque dangereux, dans le sens où vous avez cette phrase, sur ce petit paragraphe. Trouver et garder le partenaire amoureux idéal est une préoccupation humaine universelle. Déjà non. Surtout quand les sentiments ne sont pas réciproques. Donc, je vais enlever la préoccupation humaine universelle et je vais vous lire la phrase. Trouver et garder le partenaire amoureux idéal, surtout quand les sentiments ne sont pas réciproques. Bref, caca. Ça aussi c'est caca. Alors, il y a un moment, je vais essayer de vous retrouver les... Il parle des Sir Fox, sur un moment. Et alors, c'est là qu'avec Alex, on m'a fait non, mais ça va vraiment pas être possible, quoi, il n'y a rien à sauver. En fait, à un moment, il y a... l'auteur parle de nécromancie. Il dit que les Sir Fox, plusieurs fois, en fait, il fait la bêtise. Il le fait avec les Sir Fox en disant que les Sir Fox pratiquaient la nécromancie. Il confond avec le spiritisme. Rien à voir, parce que si les Sir Fox avaient fait se lever les morts, les gars... Waouh, on aurait plus d'images. Et il y a un moment où justement il parle de nécromancie et entre guillemets il met communication avec les morts. Alors, sur le coup, vu que l'auteur est anglais, on s'est quand même dit ah, il y a peut-être eu des soucis de traduction. Donc, on a contacté Hugin et Munin qui sont juste, mais ils sont adorables dans cette maison d'édition. Et on leur a dit, on leur a expliqué un peu tout ça. Et ils nous ont dit que non, c'est pas une erreur de traduction. Donc ça veut dire que l'auteur au départ, eh ben en fait, il a dit de la merde. Donc ça me fait chier pour eux parce que c'est une maison d'édition qui est sérieuse de ce qu'on a vu. Et du coup, là, il y a rien qui va, quoi. Alors, je vais même pas parler... Enfin voilà, il y a un côté... En plus, il y a un léger racisme, je trouve, dedans parce que... bon, alors, le passage sur le vaudou, c'est de la merde. Je vous lis tout de suite, c'est plein de conneries. La magie en Amérique latine. C'est tellement grand l'Amérique latine. Attends, tu es tellement petit. On va faire 2 pages. Allez, 2 pages sur l'Amérique latine. 2, 3. Hop, on passe à l'Afrique. En fait, ce qui me tue, c'est que vous avez la magie dans la Grèce antique, la magie dans l'Égypte antique. Vous avez la magie nordique, et ça aussi, on va en reparler parce qu'il y a des petits soucis. Ils sont plutôt des petites zones. Mais alors là, en 4 pages, vous avez l'Amérique du Sud et l'Afrique. Les gars, c'est pas des pays, c'est des continents. Il y a plein de trucs au milieu, il y a des pratiques différentes. Quand tu vas au Mexique et au Pérou, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes divinités, c'est pas les mêmes cérémoniels. Donc, c'est un peu caca boudin. Il y a un côté... En fait, c'est moche, je vais dire un truc très dur. Je pense pas que l'auteur soit raciste. Je pense que l'auteur manque quelque peu et peut-être un peu auto-centré sur l'Europe. Voilà. Parce que autant je veux bien croire qu'il y a certaines pratiques, c'est difficile de trouver des informations. En revanche, l'Amérique latine, que ce soit le Pérou, le Guatemala, le Mexique, les gars, il y a énormément de trucs. C'est très facile de trouver des infos. Donc, on s'est renseigné sur cet auteur. Il s'avère que ce monsieur a étudié l'histoire de l'art. Et ce n'est pas très étonnant, puisque dans ce livre, encore une fois, il y a des illustrations absolument magnifiques. C'est très beau, c'est très bien expliqué. Mais le texte, rempli de conneries. Caca. Et je vais dire que caca parce que vraiment j'ai envie de rester poli. Non, non, le texte est très mauvais, il y a énormément d'erreurs historiques, il y a des erreurs de langage. Il y a des erreurs de date, il y a des erreurs historiques, et puis il y a des choses qui sont regroupées. Autant que je vous ai dit sur le tarot avant et sur le pandémonium, la table des matières est très très bien faite, l'organisation du livre est très très bien fichue. C'est bien organisé, on retrouve bien les idées, on sait où on va, on n'est pas perdu. Là, je vais juste vous lire le sommaire, que vous compreniez ce que je veux dire. D'abord, vous avez l'introduction. Après, vous avez aux origines de la magie. La magie mésopotamienne, alors déjà, ça regroupe une multitude de trucs et d'époques. L'astrologie et la magie. Zoroastre. La magie dans l'Égypte antique. Amulette et talisman. Vous avez Thoth. Alors pourquoi est-ce que Thoth n'est pas dans l'Égypte antique? Je ne sais pas. La magie dans l'Ancien Testament. Le roi Salomon. Je pense que ça devrait être la petite clé de Salomon, mais bon. La magie dans la Chine antique, qui vient après Salomon. Et baguette et bâton magique. Alors, et après, vous avez la magie dans la Grèce et la Rome antique.
La magie dans la Grèce antique. Hécate, pourquoi elle n'est pas dans la Grèce antique, bref. Sort incantation et formule magique. Circé, encore une fois, voilà. La magie dans la Rome antique, donc là on passe chez les Romains. La tour des gobelets, le papyrus grec magique. Donc on est passé à Rome, mais là on repart sur un papyrus grec. L'amour et la magie, Hermès, puis mystique juive et cabale, qu'est-ce que ça fout dans la Grèce antique? Et la magie du début du christianisme. Après vous avez la magie nordique, et c'est là qu'on a failli craquer notre slip. Parce que dans la magie nordique... Désolée, j'ai oublié de mettre mon portable en silencieux. Pardon. Dans la magie nordique, vous avez la magie celte. Puis la divination, les druides, les lieux magiques. Et après, vous avez la magie scandinave et germanique. Après, vous avez les objets magiques, les runes, les sigils et les charmes. Et après, vous avez de nouveau Merlin, les légendes arthuriennes et la fée Morgane. Enfin, il n'aurait pas fallu faire la magie nordique et la magie celte, à la limite, et faire la magie celte, la divination, les druides. Les lieux magiques, déjà, ça veut rien dire. Enfin, en soi, il y a des lieux considérés comme magiques partout, sinon, les gars, on ferait pas autant de Curiosity. La magie au Moyen-Âge, après, microcosme et macrocosme, figures et symboles magiques, Albert le Grand, la démonologie, prohibition de la... Alors déjà, la démonologie au Moyen-Âge, la petite clé de Salomon, c'est plus vieux. Les grimoires, la médecine et la magie, les plantes magiques, bref, Nicolas Flamel. Après, vous avez la Renaissance, où c'est tout autant le bazar en termes de... Ah oui, le passage sur la sorcellerie et sa persécution. Failli péter un câble. Après, vous avez la magie à travers le monde. Très particulier. Très, très particulier sur la façon dont c'est géré. Ah oui. Alors, le livre date de... que je vous dise pas de bêtises. Alors, attendez, parce que ça, c'est un petit détail important. Ce livre date de novembre 2020. On est bien d'accord? Et il est noté magie amérindienne. Je rappelle que les natifs d'Amérique du Nord ont réclamé depuis un petit moment, je crois que ça date de 2019, pas de bêtises, on l'a appris aussi à nos dépens, j'en profite pour vous le dire à vous, de ne plus se faire appeler amérindien, parce que déjà, le indien dedans, rien à foutre là. Pas parce que les mecs connaissent pas leur géographie à l'époque, bref. Ils tiennent à se faire appeler natifs d'Amérique du Nord et c'est très important de le respecter sur ces populations qui ont été massacrées et décimées. Donc voilà, bref, je continue. Les créatures magiques qui fait 5 pages. Un peu, voilà. En fait, voilà, le souci, je pense que c'est que le livre a voulu traiter beaucoup trop de sujets. C'est des sujets qui demandent du temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque petit endroit, chaque petit machin, on pourrait faire un livre de la taille du livre entier. Vous voyez et ça part dans tous les sens. Et on voit très bien sur les descriptions des œuvres, par exemple, que l'auteur est très à l'aise avec l'histoire de l'art. Vraiment. Par contre, l'histoire, l'occultisme, la théologie, il est perdu, le monsieur. Il ne sait pas de quoi il parle. Du coup, il dit des grosses bêtises, il s'en mêle les pinceaux, il n'arrive pas à organiser ses idées. Et ça, voilà. Donc, je vais arrêter de massacrer ce bouquin. Je vous le conseille, on vous le conseille pas du tout. Et c'est même l'archétype pour nous de tout. Enfin, voilà, c'est un exemple. Il y en a plein des livres comme ça sur le marché. Hein. Il n'y a pas que celui-là. Il y a quelques années, certaines influenceuses ont essayé de rendre la magie, l'occulte, les mystères à la mode. Et je dis influenceuse, bien précisément. Et du coup, est sortie une flopée de bouquins dans ce style. Il y en a peut-être des très bons, mais la plupart sont remplis de caca. Donc, ce n'est pas le seul sur le marché. C'est des sujets qui sont compliqués, qui demandent... Voilà. C'est-à-dire que là, il parle de 60 000 sujets. Là, ça ne parle que du tarot. Donc, oui, c'est plutôt un bon bouquin. Là, c'est mauvais et c'est superficiel. Ça va pas du tout. Donc, très bon bouquin. Cacaboudin. Donc, je vais arrêter de parler de celui-là. Voilà. Si vous avez des questions dessus, je prends un petit peu. Je suis vraiment embêtée parce que, vraiment, Ogin et Mounine, ça a l'air d'être une maison d'édition qui fait un travail... Enfin, voilà, de ce que nous, on a pu voir et ressentir, ils ont l'air de faire un travail d'édition absolument remarquable, avec beaucoup d'applications, notamment, pas seulement sur la beauté, mais la mise en page, le choix des auteurs. Il y a l'air d'y avoir de l'amour du métier.
Alors non, le plus gros problème du livre, c'est pas sa surinterprétation et sa généralisation abusive. Le plus gros problème du livre, c'est ses erreurs historiques, le survol des faits, des affirmations parfaitement fausses, et un jugement de valeur de ce que lui prend pour une religion et ce qu'il prend pour un culte ésotérique. C'est-à-dire que pour lui, le vaudou, c'est de la magie. Vous avez vu notre vidéo sur le vaudou c'est une religion à part entière. Voilà. Donc, il y a un vrai souci de je ne suis pas capable de me mettre à la place des autres et je ne suis pas capable de penser de façon historique, tout simplement. De me mettre dans le contexte des personnes qui pratiquent, de ceci, de cela, de machin. Je suis dans mon système, à mon avis, chrétien, je dirais protestant. Voilà. Donc, c'était tout pour ce livre qu'on vous déconseille fortement. Et Hugin et Munin nous ont donc envoyé le Pandémonium en français. Ils sont trop mignons. Et il y avait un petit bonus. Ce petit machin là. Enfin, ce petit machin. Ils savent pas faire petit, ils sont trop forts. Maudit, histoire et légende d'objets ensorcelés. Alors, on va vous parler super franchement. On l'aurait pas acheté. À cause, et c'est pas bien, ou c'est pas bien, à cause de la couverture. C'est pas bien de notre part. Parce que sur la couverture, vous avez un crâne de cristal. Vous avez une statuette. Vous avez... bon, Toutankhamon, pourquoi pas, parce que là, effectivement, il y a eu des histoires de malédiction. Mais vous avez la Annabelle, mais du film. Donc ça, c'est dérangeant. C'est ce que nous, on l'aurait pas acheté. Eh ben, on aurait eu tort, les gars. On se serait complètement foiré. Parce qu'en fait, ce bouquin est super sympa à lire. C'est un condensé de trucs maudits, d'objets, de tombes, de trucs. Vous avez la commode maudite. C'est des vraies histoires, des vraies légendes. Vous avez la baguette de Rudolf Valentino, vous avez des vases, vous avez la boîte à e-book. Voilà, vous avez plein de trucs, la tombe de Shakespeare. Et je vais répondre aux questions sur le culte avant, je voulais juste finir avec celui-là. Et ce livre est super sympa parce que l'auteur se moque un petit peu, sans se moquer vraiment, joue en fait avec le côté, comment dire, sensationnel de la chose. Il se moque du côté sensationnaliste, pas de l'histoire. Et c'est très très rigolo, ça se lit très facilement, c'est très très chouette. Et c'est, alors nous on appelle ça un livre de chiottes. C'est un compliment, c'est un petit bouquin qu'on va avoir envie de feuilleter plein de fois. C'est-à-dire qu'on va se poser et puis, oh tiens, je vais lire deux petits morceaux, deux petits objets. C'est pratique dans le métro, c'est sympa dans le bain aussi. Nous on appelle ça un livre de chiottes et c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'actuellement il est dans nos toilettes et quand le besoin se fait, et ben on le bouquine parce que vraiment il est sympa et il va aussi nous servir de source en fait. Pour les Curiosity, parce qu'il y a 2-3 petits trucs qu'on a repérés dedans qu'on connaissait pas, qui sont plutôt cool et qui vont forcément nous permettre de faire des Curiosity. Donc ce petit bouquin s'appelle Maudit, histoire et légende des objets ensorcelés et c'est J.W. Hawker qui l'a fait. Il est très très choupi, il est à 24,95. Voilà. Donc ça on vous en parle pas trop parce qu'on n'a pas fini, nous l'a envoyé, c'était une surprise, on savait pas. Il est très sympa à lire, ça se lit vite. C'est bien écrit, l'auteur a beaucoup d'humour, tout en écrivant très très bien et en donnant des faits historiques véridiques, donc c'est très chouette. Si vous avez des questions, je prends, que ce soit sur Maudit, que ce soit sur Tarot, que ce soit sur Pandémonium, désolé ça devient lourd, ou que ce soit sur ça, sur occulte, sorcellerie, magie et alchimie de l'Antiquité à nos jours. Bon, je préférerais que vous me posiez des questions là-dessus parce qu'on les a aimés, mais voilà. Et aussi, Maudit, pour Alex, c'est pour Nova Alexandre, c'est un vrai coup de cœur. Voilà. Donc, moi, j'ai pas fini de le lire encore. Donc, si vous avez des questions sur n'importe lequel des trois, sur les éditions, sur les noms, sur le nombre de pages, je prends. Je vous écoute, mes petits chats. J'ai l'impression qu'il y a une latence entre vos questions et ma vidéo. Puis après, je vais pas tarder. Donc, bonjour Rita. Maudit et Tarot, je note. Ouais, non, très très sympa.
C'est une belle découverte, cette maison d'édition. On s'en veut beaucoup. Moi, enfin, ça me fait chier de le faire, mais je trouve ça important. On vous mettra les liens des livres, Alex a raison, après le live en stories. Ça m'embête de descendre le livre occulte, là, mais c'est vraiment l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est triste parce que je trouve que ça écorche un peu la maison d'édition qui fait d'autres volumes, voilà, le Pandémonium ou le Tarot, qui sont de très bonne qualité, avec une grande richesse au niveau de l'écriture, d'informations, c'est complet, quoi. Et ça, c'est pas ce que c'est, mais ça m'a fait penser, vous savez, à la période des fêtes. Vous avez toujours des coffrets à Carrefour, Auchan, ou faut que j'en cite un troisième, Intermarché. Le livre maudit, mais on va vous mettre un lien aussi. On va vous mettre un lien également. De toute façon, on vous mettra tous les liens à la fin, vous inquiétez pas. Vers tous les bouquins. Celui sur le tarot a l'air vraiment très cool. On sent qu'ils se sont fait entuber par celui sur l'occulte. Je pense que... J'ai vu le Christopher Dell, là, il a plutôt un beau CV en termes de... L'éditeur, c'est Hugin et Mounine. Il a un beau CV en termes d'histoire de l'art. Donc, il est anglais, c'est un livre traduit. Je sais pas s'ils sont fait enfler, mais je pense que ça n'a pas été lu avec assez d'attention. Alors que c'est vrai que les deux autres sont de très grande qualité. Faut reconnaître. Merci pour toutes les infos. C'est bien expliqué. Écoutez, c'est plaisant, on a envie de vous... Voilà. On sait que la plupart d'entre vous aiment lire, cherchent des livres adaptés au sujet. Et les deux premiers, là, Pandémonium et Tarot, on peut vous les conseiller, ils sont sympas, avec toujours, je rappelle, cette petite attention, il y a un peu de jeu. Voilà. C'est pas un placement de produit, j'ai soif. Pas de questions, t'as tout bien expliqué. Bon, bah si vous avez plus rien, moi je vais vous laisser. Hein. Takata. Il y a des gens qui arrivent maintenant. Bonjour, mais ça va être fini. Bon, bah écoutez, les petits chats. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Le dernier est à éviter, clairement. Donc, on va les revoir ensemble. Vous avez donc Pandémonium, qu'on vous conseille complètement. Qui est au prix de 39,95. On va vous mettre le lien tout de suite après le live. Donc celui-là, oui, on vous le conseille. Il est sympa, il est beau. La qualité d'impression est d'enfer. Et il y a eu un vrai travail de recherche. Il est chouette tout plein. Le tarot de Laetitia Barbier. Il est top de chez top. Il est très intéressant. Connaître l'histoire du tarot, comprendre comment les arcanes ont évolué à travers les siècles selon les besoins de la société. Ça, c'est très très cool. Voilà, celui-là, c'est un gros plus. Celui-là, c'est un méga nom, un très très gros nom. Voilà, on va pas s'étendre plus, j'en ai assez dit. Et maudit, très très chouette, très chouette, un petit bouquin très sympa. Je ne vous ai même pas montré, mais voilà, avant de quitter, vous voyez dedans, vous avez des petits textes, vous avez de la photo, vous avez de l'image. C'est très très chouette. Donc maudit, très sympa à lire aussi. Ça un conseil. Bon les petits chats, c'était cool. Ça m'a permis de vous parler un peu de tout ça. Nous c'est un gros big up à la maison d'édition Hugin et Mounine, qu'on est vraiment désolé d'avoir explosé avec Occulte. Mais s'il reste dans la ligne éditoriale du tarot, de maudit, de Pandémonium, c'est un gros coup de cœur, on ne connaissait pas. On est content d'avoir découvert cette maison d'édition. On va vous mettre tous les liens vers les bouquins dont on vous a parlé. La vidéo avance très très bien, on n'arrête pas, on ne dort plus, on ne mange plus, on n'en peut plus. Ce sera la plus grosse vidéo de la chaîne, en tout cas la plus longue, comme on vous l'a dit. Il nous reste un petit peu de sous-titrage, il nous reste quelques animations d'arbre généalogique. Et après, elle pourra sortir. Donc, on se tient au courant très très vite. En attendant, on va retourner bosser. Enfin, moi surtout. Monsieur, il doit y être encore un peu. Il arrive à gérer le live en même temps, mais il est trop fort. Je vous fais des gros bisous, mes occultes. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Ciao!